On est très heureux, très heureux d'accueillir François Rastier dans notre séminaire. Tout le monde le connaît, mais je vais quand même faire un petit rappel de ses gloires. Il est directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, au CNRS. Dans ses travaux en sémantique, il poursuit la construction d'une sémiotique des cultures via la combinaison des acquis de l'herméneutique et de la philologie, qui valorise une sémantique des textes historiques et comparés, appuyée sur la linguistique des corpus. Ces livres ont vraiment fait date. Je vous rappelle Sémantique interprétative de 87, Sémantique et recherche cognitive de 2001, Art et sciences du texte 2001, La mesure et les grains, Sémantique du corpus 2010. Ce dernier texte est un texte sur les corpus numériques et la mise en contraste de l'analyse qualitative et quantitative qui est rapidement devenue une référence incontournable pour les sciences du langage qui abordent les instruments computationnels pour étudier les corpus. Son ouvrage Ulysse à Auschwitz, Primo Levi, le survivant, 2005, traduit en plusieurs langues, dont en italien, comme d'autres livres d'ailleurs, comme Art et sciences du texte aussi, il a été traduit en italien, a reçu le prix de la Fondation Auschwitz. Il a publié aussi depuis diverses études sur la littérature de l'extermination et les genres du témoignage. Je tiens aussi à rappeler un livre qui est peut-être un peu moins connu, qui est apparu en français et en espagnol, qui s'intitule « Créer images, langage virtuel sur le fonctionnement du langage dans les arts littéraires, picturaux, etc. » et qu'en 2016, nous avions présenté et discuté à Liège. J'ai un très bon souvenir de cette journée. Et évidemment, on n'oublie pas qu'il est rédacteur en chef d'une très importante revue, Texto. Alors, je lui laisse la parole et merci encore d'être là. Je fais circuler les livres par ici. Oui, absolument. Est-ce qu'on a un écho? Oui, bonjour et merci de votre invitation. Je reviens dans ce séminaire toujours avec plaisir, tous les 5 ans environ, depuis 1966. Et bon, 5 ans, c'est bien parce qu'un quinquennat, c'est ce qu'il faut pour avoir un peu le temps de réfléchir. Je pense que c'est mieux. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je pense qu'il faut que vous supprimez les vôtres. Moi, je vous donne mon ordinateur pour être et écouter. Voyons si ça fonctionne. Vous nous entendez bien? Oui, maintenant, il n'y a pas d'écho dans la salle. D'accord. Mais ils vont vous entendre très bien depuis mon ordinateur. Bon, très bien. Donc, je vais vous parler aussi. Bon, moi, je suis linguiste, hein, mais j'ai quelques rapports avec l'intelligence artificielle parce que, en fait, mon poste au CNRS s'intitulait Sémantique et intelligence artificielle. Et donc, j'ai coordonné en 87 un numéro spécial de langage sur sémantique et intelligence artificielle. En 91, j'ai fait un livre au PUF sémantique et recherche cognitive qui reprend aussi les questions d'intelligence artificielle. En 2011, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais seulement ma mort, vous allez voir. En 2011, j'ai fait un livre sur la linguistique de corpus, la mesure et le grain sémantique de corpus. Et puis, en 23, on a fait avec, sous la direction de Damien Mayaf et Laurent Vanni, un livre qui s'intitule L'intelligence artificielle des textes. C'est chez Champion. Alors, il se trouve que donc je suis un peu récurrent dans ce séminaire, mais je suis en plus revenant au sens où j'ai été déclaré mort par ChatGPT dès la version 2. Et alors, je renonce à tout démenti qui affaiblirait le prestige irrésistible de l'intelligence artificielle. On ne peut pas démentir un augure. Un cadre du CNRS a écrit un livre l'année dernière, il s'intitule « Vivre avec ChatGPT ».
Bon, je pourrais le commenter en disant que on peut mourir aussi. Vous voyez, vivre et mourir, en fait, c'est un projet global. Hein, l'intelligence artificielle, c'est de se substituer à la vie comme à la mort. Hein. Alors, un petit mot quand même sur l'efficacité, hein, qui tient beaucoup à la croyance qu'on lui attribue. L'intelligence artificielle réunit trois thèmes majeurs de notre présent. Les données. Les données, c'est ce qu'on vous prend, hein. Mais bon, vous savez plus ou moins. C'est pas ce qu'on vous donne. Mais ça constitue le corpus d'apprentissage. Et tout dépend de ce corpus d'apprentissage, évidemment. Si beaucoup de choses dans ce corpus d'apprentissage sont sous droit, vous ne le savez pas. On ne sait, personne ne sait quels sont les corpus d'apprentissage, puisque ça fait partie du secret industriel. Hein. C'est tout à fait différent. Le résultat, c'est un dataset, ce n'est pas un corpus. Vous voyez, un corpus, c'est vous qui l'avez choisi. C'est-à-dire qu'il dépend dans sa constitution du point de vue qui a présidé à sa réunion. Là, vous ne savez pas quel est le point de vue. Rien n'est dit sur la réunion des textes du corpus. Et ça, c'est le premier thème majeur, les données. Lié à ce premier thème, il y a la post-vérité, c'est-à-dire qu'il devient indiscernable dans ce dataset de savoir ce qui a été produit par qui ou par quoi. Ça peut être un bot russe, ça peut être un ami. Et d'autant plus que les produits de l'intelligence artificielle rentrent massivement dans les datasets de l'intelligence artificielle, puisqu'ils vont chercher un peu partout sur le web ce qui s'accumule pour en fait augmenter le corpus de l'apprentissage. On en est à des dizaines de milliards, centaines de milliards de tokens, d'unités dans ce corpus. Et en troisième lieu, il y a le projet transhumaniste d'une fusion entre cerveau et machine, intelligence dite naturelle et intelligence dite artificielle. Alors, l'affaire n'a rien de récent, hein, ça date des années 55, et ça a été un coup de génie de Minsky d'appeler ça intelligence artificielle. Ça a fait venir des milliards et ça continue. Alors, il y a eu des hauts et des bas parce que, vous voyez, en 81, tout le monde était sur les systèmes experts. C'était des systèmes d'intelligence artificielle. Mais si vous dites à un financeur, moi je fais des systèmes experts, vous n'aurez pas un sou. Donc, il faut dire, comme maintenant, si vous voulez des dizaines de milliards de dollars, c'est de l'intelligence artificielle. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des technologies brillantes dessous. Hein. Ça, c'est un autre problème. Là, je parle plutôt du mythe qui a présidé au projet et qui permet le financement. Alors, on pourrait dire, hein, l'histoire de l'intelligence artificielle se confond avec celle de sa propre surestimation. C'est dû à divers facteurs. Chez les informaticiens, le souhait de maximiser évidemment les financements. Chez les industriels, il s'agit de créer des nouveaux produits et d'étendre la clientèle, en même temps que de commercialiser des choses qui jusqu'à présent étaient incommercialisables. La parole, la pensée, enfin, la vie et la mort, l'éducation des enfants, des choses comme ça. Oui, parce que ChatGPT est beaucoup plus patient que tout parent. Il répond à enfin, il répond à sa manière à toutes les questions. Et bon, on a des collègues qui font leur CV par intelligence artificielle. Ça ne leur pose aucun problème. Eux qui font leur voyage à Venise par intelligence artificielle, et où aller?
que faire, etc. Il y a une délégation générale. Et le travail de délégation est lié évidemment à la constitution du mythe qui est derrière. Alors, chez les décideurs, c'est la peur de rater le coche. Hein. Tous les gouvernements ont des plans IA qui sont en cours. Et dans le grand public, la volonté de croire au miracle, enfin, le miracle technique, bien sûr. Et c'est ce que Yann LeCun, professeur au Collège de France, résumait, qui est directeur de la recherche chez Facebook, hein, résumait en adaptant un dicton publicitaire américain, l'IA est ce qu'il y a eu de plus cool depuis l'invention du pain en tranches. Alors, c'est son pain quotidien à lui, hein, bien sûr. Et il ajoutait, ça va amplifier la créativité de tout un chacun. Et là, derrière ça, il y a le slogan de Sony, par exemple, Go Create. Oui. Vous n'êtes pas un consommateur, vous êtes un créateur, un producteur de contenu. Précisément les données qu'on vient de vous voler pour vous les resservir sous une autre, pour vous les revendre sous une autre forme. Et cela peut conduire à une renaissance de l'humanité. Alors là, une petite touche française, c'est un nouveau siècle des Lumières. C'est mignon. Hein. Alors, si les logiciels, en fait, bon, on ne sait pas quelles seront ces nouvelles lumières, hein, tout reste possible. Pourquoi enfin, le projet était là en 1955. Il y a eu un deuxième moment d'acmé en 85-86 avec, c'est lié à la guerre des on s'est aperçu que pour comparer une carte et un territoire, la carte, c'est ce qu'embarque la fusée, et le territoire, c'est ce qu'on contrôle au-dessous. Les systèmes connexionnistes sont beaucoup plus forts en reconnaissance de forme que l'IA classique, qui est déclarative et déterministe. Et donc, au moment de la guerre des étoiles, les crédits sont passés discrètement du côté des connexionnistes. Alors, les connexionnistes, eux, on les a vus à ce moment-là. Moi, j'étais dans un labo à Orsay, laboratoire d'informatique et de mécanique pour les sciences de l'ingénieur. On les a vus, les collègues, pas disparaître, mais devenir une communauté. C'est-à-dire, les connexionnistes ont eu leurs propres journaux, etc. etc. Pourquoi ce sommeil entre disons, 85 et puis 2020? En fait, bon, je fais une petite hypothèse, c'est grâce aux jeux vidéo, parce qu'il y a eu des puces suffisamment puissantes développées pour les jeux vidéo, de façon à pouvoir permettre le traitement de données aussi massives et aussi rapides. Vous voyez, c'est des armoires de puces alignées les unes sur les autres sur des grands territoires, avec dans des grands entrepôts, avec une consommation faramineuse d'énergie et de refroidissement. C'est-à-dire qu'il est impossible d'avoir des chiffres là-dessus. L'Internet, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme, mais les chiffres sont cachés. Aucune des grandes entreprises ne les donne. Donc, on parle, pour discuter avec votre assistant conversationnel, c'est des tonnes d'eau potable, parce que Google utilise 90% d'eau potable pour refroidir ces trucs, etc. etc. Bon, je ne vais pas faire un cocorico là-dessus, mais dès que ces systèmes d'intelligence générative sont apparus, il y a eu une sorte
de balance entre le discours triomphaliste, renaissance de l'humanité, alors que Geoffrey Hinton, qui est co-titulaire avec Yann LeCun du prix Turing en 2017, dit « Ah non, ces nouvelles avancées induisent de profonds risques pour la société et l'humanité. » Et le double langage, les mêmes. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ça a été la même chose pour Elon Musk, voire Sam Altman de OpenAI. En fait, la même chose est en train de se passer, de se reproduire à propos de ce qui avait déjà eu lieu au moment où il a été question de réguler l'Internet. Les grandes entreprises ont essayé de se mettre dans la régulation et ils sont arrivés. Et donc là, elles sont en train de crier, d'augmenter la panique de façon à ce qu'on vienne les prendre comme garant d'une bonne utilisation future pour le bien de l'humanité de tout cela. Alors, en fait, ce qui a changé les choses, c'est ce qu'on appelle les transformers, c'est-à-dire des systèmes connexionnistes à convolution qui ont la propriété, alors le terme technique c'est autorégressif, mais c'est prédit l'élément suivant d'une suite chronologique donnée en l'ajoutant et recommence le processus, ce qu'ils appellent la self-attention. Pourquoi est-ce que ça marche? Alors, il y a la question de la régression, c'est-à-dire que, au fond, pourquoi l'action humaine, c'est quoi? C'est une auto-rectification de soi-même. C'est-à-dire, vous ne calculez pas la trajectoire du coude quand vous faites un smash au tennis, vous rectifiez quand ça va mal. Enfin, disons, il y a une approximation. Et là, c'est ce qu'ils font. Par rapport au système précédent, qui était banal, ils sont sur tous les téléphones, où on vous anticipe ce que vous allez écrire. C'est la rédaction intelligente. Vous écrivez saurien, lui, il trouve ça rare, il met saurien, par exemple. J'ai fait ça il y a 3 jours. L'assistant de rédaction intelligente fait ça. Il fait, vous dites excellent, il écrit excrément, par exemple. Voilà, le poulpe devient le poulet. Il y a donc des anticipations, mais sur des milliards de tokens, c'est des unités, disons, de base qui sont ni des mots, ni des... Enfin, disons, c'est des chunks, des groupements. Il y a une prévisibilité, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a une stéréotypie énorme, et cette stéréotypie, elle est passée sous le radar des sciences du langage, parce que les sciences du langage sont organisées autour de la grammaire, c'est-à-dire des règles et des mots, et pas des normes. Les gens qui disent qu'il faut travailler sur les genres, etc., on les considère comme des littéraires. Quand j'ai fait des travaux sur le genre, on m'a orienté vers la littérature. Et, enfin, disons, je n'ai trouvé d'écho que chez les gens de la littérature, pour qui c'était le pain quotidien, donc ça les intéressait médiocrement, parce que mon objet, il ne travaillait pas non plus sur des corpus, disons, de cette manière. Or, c'est ce qu'a dit Saussure, enfin, plutôt, disons, des saussuriens comme Cosseriou, etc., entre l'espace de la règle et l'espace de la parole, il y a tout un... Ils sont rejoints par l'espace des normes, c'est-à-dire que les règles ne sont que des normes invétérées, tout simplement. Et la parole est la mise en action de ces règles et de ces normes et d'autres choses, de ce qui est... Bon. Alors ça a été négligé, alors que c'est l'objet des sciences de la culture, qui sont à la fois nomothétiques,
et idiographique, c'est-à-dire à la fois cherche les régularités de façon à pouvoir caractériser les singularités. Vous voyez, on a, on a, on a cru qu'il n'y avait que deux sciences que du général, etc. Mais ça, c'était avant le XIIIe siècle. Hein. Au XIIIe siècle, on a redécouvert les seconds analytiques d'Aristote et on s'est aperçu que il pouvait y avoir une science du particulier. Alors, bref. Donc, les probabilités qui permettent de prendre la décision sont calculées à partir d'un corpus d'apprentissage. Ce qui fait que pour les petites langues que fait Google, il produit sa réponse, enfin Google et les autres produisent leur réponse en anglais, ils la traduisent en géorgien. Bon, donc il faut savoir aussi que ces systèmes pensent à partir de données massivement anglaises et traduisent des réponses massivement anglo-américaines. Alors, le système ne se borne pas à aligner les mots les uns après les autres. C'est-à-dire qu'en amont, il fabrique des groupes qui sont déjà des appariements souvent discontinus de morphèmes. Vous voyez, c'est l'idée du passage. Un texte n'est pas une suite de mots. C'est là. Ce sont des formes sémiotiques, et donc c'est les éléments de forme qui comptent, vous voyez, qu'elles soient régulières, et à ce moment-là, c'est des isotopies et ça crée des fonds, soit elles sont irrégulières, enfin, disons, c'est des points des singularités, et à ce moment-là, c'est des éléments de forme. Ces éléments de forme sont dispersés, vous voyez, grosso modo, un passage, ça fait 300 mots environ. Hein. C'est-à-dire, si vous avez par exemple le thème de la fleur au bord de l'abîme, dans La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert, vous avez Jésus, fleur du plérôme, et l'abîme, 300 mots après. Mais le thème est là. Vous voyez, il lui semait de fleurs les bords du précipice, ça c'est dans Racine. Alors là, les éléments du thème se touchent presque. Hein. Et ce n'est pas les mêmes mots, bien entendu. Mais la forme est là. Alors, bien entendu, le logiciel ne tient aucun compte de la sémantique. Il n'y a aucune sémantique. C'est simple. Donc, ce qu'il produit, c'est une chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères, ce n'est pas un texte. C'est une sortie machine. Donc, la question de l'herméneutique des sorties machines, c'est quelque chose de différent de la compréhension des textes, a fortiori de la caractérisation des œuvres. Hein, donc, le leurre est majeur. On vous produit de l'image, du son, tout ce que vous voudrez, mais ce qu'on vous produit, c'est des sorties machines et c'est vous qui faites le reste. Hein, c'est le système général. C'est déjà comme ça dans le Minitel Rose. Hein. Minitel Rose, c'est le consommateur qui fait tout le travail. Hein. C'était déjà le cas en 1964. Il y a eu un logiciel tout à fait brillant et tout à fait sommaire qui s'appelait ELIZA de Weizenbaum. Et Weizenbaum, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un système de questions et réponses qui était simplement basé sur des relances. Et votre mère dans tout ça, par exemple. Et donc, c'était un psychanalyste artificiel. Et tout le monde marchait, vous voyez, parce qu'il croyait que cette relance suffisait à le convaincre qu'il avait été écouté, vous voyez. Et donc, tout ça en neuromarketing a été bien travaillé, vous voyez, dans tous les réseaux sociaux et autres, pour savoir comment accrocher du temps de cerveau, puisque au fond, c'est le but. Hein. Et donc, de la gratification de temps en temps. Il y a même des systèmes qui
il vous envoie des messages. Vous pouvez calibrer combien de messages à l'heure vous allez recevoir du système. C'est parce que chaque fois, il y a un petit peu de dopamine qui arrive, on me parle à moi. Et ça marche. Les gens savent que c'est faux et qu'ils vont être dérangés, mais ils aiment bien qu'on leur parle. Donc, voilà, on est reconnu. Même si je l'ai paramétré, c'est moi qui l'ai paramétré, mais c'est pas rien. Alors, revenons. Donc, ce n'est pas parce qu'une technologie comme celle des réseaux à convolution autorégressifs sont des technologies brillantes que le monde va changer de base. Et pourtant, si, disons, si ce leurre majeur est en train de prendre, et il prend, à ce moment-là, on va arriver à des situations nouvelles, comme la mienne. Hein, comme il y a une vie. Alors, je ne peux pas démentir hein, ChatGPT, mais je me limite à remercier de vive voix les auteurs de dizaines de notices nécrologiques que ce logiciel a flatteusement listées. J'ai lu avec intérêt la notice nécrologique que Jacques Fontani m'a consacrée. Oui, il y a toute une bibliographie des gens qui se sont demandé si Rastier était toujours vivant et le système leur a donné cette bibliographie. Hein. C'est touchant. Hein. Donc, je les remercie, non pas par avance, mais rétrospectivement. Alors, donc, il y a une vie après l'IA, hein, malgré tout, et donc, ça me permettra d'évoquer quelques figures comme celle des doppelgangers romantiques, hein, qui sont devenus des profils, et jusqu'aux deadbots, c'est-à-dire des gens qui se font numériser pour continuer à radoter devant leurs petits-enfants après leur mort. Voire d'autres entreprises comme la cryogénisation cérébrale. Vous pouvez signer un contrat avec une entreprise de façon à ce qu'elle... alors, vous signez une décharge quand même, parce qu'elle va être obligée de vous couper la tête pour congeler votre cerveau. Mais après, vous pourrez télécharger vos données quand la situation technique se sera clarifiée. Et alors, je ne sais pas encore si je ressusciterai dans les versions payantes. Hein, peut-être. Oui, oui. Déjà, peut-être. Alors, ici se pose une question de pouvoir. Hein. Ces outils se présentent comme des assistants personnels, souvent avec des noms plus ou moins féminins, Alexa, Siri, enfin. Et ça m'a fait penser à la Serva Padrona de Pergolèse hein, en 1733, où Serpina, la servante, dit No, signore, voglio essere rispettata, voglio essere riverita, come fossi padrona, archipadrona, padronissima. Et donc, Serpina avait compris hein, la dualité entre la question de la servitude et la question du pouvoir. En vous offrant un service, puisque c'est vous, en fait, c'est vous le produit. Hein. On prend le pouvoir sur vous, mais surtout dans les versions payantes. Mais pour le moment, elles ne sont pas encore trop payantes, mais ça commence à venir. Alors, il y en a vraisemblablement une rupture anthropologique introduite par la génération automatique de textes et d'images. Et se pose alors la question notamment pour nous linguistes, la question de la parole non humaine.
Il y avait le langage des animaux, ok, mais c'est surtout le fait des dieux, des anges, des démons et des fantômes, des revenants comme moi, mais aussi bon, la révélation du Sinaï. Enfin, je veux dire, il y a quand même la parole non humaine est bien attestée. Simplement, il y a eu aussi le grand livre de Françoise Bader sur le langage des dieux, hein, et la structure héraclitéenne de ce langage dans la tradition indo-européenne. Alors, il y a eu évidemment la dictée archangélique de Djibril aussi, hein, et ça a souvent revêtu la fonction d'une révélation, cette parole même. Rien ne dit que l'augure. Vous voyez, il y a une ambiguïté. Ce serviteur, on a confiance en lui. Alors, il y a eu des livres sur le droit, sur l'informatisation du droit, qui sont très intéressants, notamment Lassègue et Garapon. Et on s'aperçoit que le justiciable préfère être jugé par une machine que par un homme, surtout un juge, parce que la machine est beaucoup plus impartiale, pense-t-il. C'est-à-dire qu'il pense que la justice doit être le jugement doit être déterminé non pas en fonction de son cas, mais en fonction de la moyenne jurisprudentielle, si on peut dire. Et d'ailleurs, il y a des tas de systèmes d'aide à la prise de décision juridique qui vous disent, voilà, vous rentrez les paramètres et on vous dit, voilà, ça va vous rapporter tant, ça va vous coûter tant. Vous voyez, des choses comme ça. Et ça se généralise, hein, c'est-à-dire que vous envoyez votre CV généré par un modèle d'IA, vous savez que vous êtes rassuré parce que votre CV sera lui-même évalué par la DRH qui est un modèle d'IA aussi. Et donc, c'est transparent, vous voyez. Voilà. Et alors, c'est pas vraiment nouveau, hein. Il y a une archive de ça. Quand j'étais au LIMSI, il y avait le rez-de-chaussée, c'était le langage, et l'étage supérieur, c'était la parole. Et en parole, on faisait du dialogue pilote-avion. C'est laconique et ça marche. Enfin, disons, en temps normal. Et ce à quoi on a assisté, c'est une sorte de grand développement de ce dialogue pilote-avion. Sauf que la commande, c'est un petit peu inversé. On se demande qui commande l'autre, bien entendu. Et à la fois parce qu'il y a un changement d'échelle et puis un changement d'échelle introduit par la textualité quand même, hein, et le prestige social croissant de l'IA. On peut évidemment prendre l'argument que tout texte est un montage, un centre, comme on disait dans la rhétorique ancienne, et que toute communication se réduit à combiner des mots qui existaient déjà. Bon, mais on ne peut négliger la dimension de l'énonciation. Qui énonce quoi dans cette affaire? Le quoi, on sait, mais le qui? Ça, c'est une question majeure, hein. C'est dans le Phèdre de Platon. C'est dans la lettre 7 de Platon également. C'est la question de la responsabilité. Et donc, c'est la question éthique proprement dite. Vous avez des logiciels, vous avez ces logiciels qui vous disent comment vous soignez. Et en fonction de l'historique de l'interrogation, vous aurez différents traitements. Mais, et différents diagnostics. Il y a eu un travail très récent là-dessus parce que le système ne répond pas à votre question. Il répond à l'historique. Il ajoute la question à votre historique.
Et donc, c'est déjà banal, c'est-à-dire que ma femme n'a pas les mêmes résultats sur Google que moi, parce qu'elle s'intéresse à des choses différentes. Et donc, euh, le, le système vous profile, bien entendu, et il archive vos propres données, c'est-à-dire vous l'alimentez, mais en même temps, il va vous dire ce que vous attendez de lui, puisque le client est roi. N'oublions pas que cette réponse ne dit ni vrai ni faux, elle dit ce que vous voulez entendre, hein, bien sûr. Et donc, on est dans un monde enchanté, hein, et d'ailleurs, c'est des enchanteurs qui ont programmé ça. Et alors, quand le système est pris la main dans le sac, il répond: je ne suis qu'une IA, hein, dès qu'on le met en cause ses affirmations, bien sûr. Alors, l'indignation platonicienne sur la responsabilité et donc sur la condamnation de l'écriture, puisque le problème pour Platon, c'est la question des logographes, c'est-à-dire des gens qui osent se présenter en public, prononcer des discours, alors que c'est d'autres qui les ont écrits. Et donc, vous voyez, c'est ce qu'ils reprochent aux sophistes, c'est ce qu'on reprochera aux sophistes, parce que euh, euh, la bonne gestion des faits, la, la, la rectitude sociale voudrait qu'on soit responsable de ses paroles, hein, par définition. Et là, personne n'est responsable de quoi que ce soit. On ne sait pas, hein. Alors si, Google, etc. Mais lui, il dit: je ne suis qu'une IA, donc on ne sait ni qui parle, ni à partir de quoi. Alors, on pourrait là faire une petite parenthèse sémiotique, puisque on a souvent limité le signe, y compris saussurien, à la dualité signifiant-signifié. Mais bon, c'est une dualité, hein, c'est-à-dire c'est la même chose vu de deux points de vue différents. Mais en fait, il y a deux autres pôles sur lesquels personnellement j'ai travaillé depuis une quinzaine d'années. C'est la question du point de vue d'un côté, c'est-à-dire un signe dépend d'un point de vue qu'il a énoncé, et de l'autre de la garantie, qui parle à quel propos et en quoi est-il autorisé socialement à... alors, cette garantie, elle peut être de toutes sortes, hein, mais ça peut être... La pragmatique a beaucoup travaillé là-dessus, vous voyez, sur l'habilitation. Je déclare ce bateau, j'appellerai ce bateau Reine-Élisabeth, il faut avoir quand même du galon pour pouvoir faire ça. Ça s'appelle les conditions de félicité dans cette philosophie-là. Et le point de vue et la garantie définissent ensemble la portée du texte. Vous pouvez générer du texte, c'est toujours possible, mais des textes sans portée, c'est quoi? Il y a l'expérience de la littérature générée par ordinateur que je trouve intéressante. Quand c'est écrit pour tout le monde, par n'importe qui, pour n'importe qui, ça tombe des mains de tout le monde. C'est dommage. Mais c'est quand même intéressant de savoir que ça tombe des mains de tout le monde. Or, c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a une masse immense de textes sans source et sans destination qui sont en train d'envahir l'univers, du moins l'univers virtuel. Amazon est quand même à une certaine tenue, hein, morale, si bien que il vient d'interdire de publier plus de 3 livres par jour. Puisque euh, depuis qu'il y a ces systèmes-là, il y a plein de petits malins qui vous débitent des livres de développement personnel, des recettes de cuisine, etc.
Et donc, pour éviter qu'il y en ait trop, 3 livres par jour, je trouve que c'est une bonne limite. Hein. Oui, mais comme ce sont en plus déjà parfaitement répétitifs, je veux dire, là, ça marche. Hein. J'ai pas, j'ai pas, le développement personnel ne sera pas plus mauvais qu'avec le premier gourou yogi qui traîne par là. Et la cuisine, c'est pas peut-être pas plus mal que marmiton.com, pardonnez-moi. Mais enfin bon. Or, euh, la question, pour revenir à la question du signe, la teneur est, est indissociable de la portée. Si on ne connaît pas la portée, il est difficile de discerner la teneur. C'est-à-dire que le rapport entre signifiant et signifié va dépendre du point de vue, ne serait-ce que par exemple, savoir si un texte est humoristique ou pas. Hein. Euh, ou bien, par exemple, dans Balzac, dans La cousine bête, une bonne mauvaise action. Alors, c'est bon pour un personnage, c'est mauvais pour l'autre. Oui. Enfin, ou bien ça peut être une mauvaise action, mais pour un bon motif. Vous voyez, là, il faut un contexte pour savoir quelle teneur déterminer. Ce qui est banal, hein, on est bien d'accord, mais ça montre bien que, disons, la réduction du signe à la teneur est quelque chose qui est euh, euh, dommageable. Alors, j'en reviens là à la conclusion de Friedrich Schlegel dans sa philosophie de la philologie en 1797. Il est inutile d'interpréter les textes inauthentiques. Et pourtant, c'est ceux-là qui sont en train d'envahir la situation. C'est ce que Mallarmé appelait l'universel reportage. D'une façon un peu vivandeuse, Harry Frankfurt appelait le bullshit. Ça se répand. Et peu importe que ce soit vrai ou faux, la question ne se pose pas. Vous voyez, parce qu'on a dit la post-vérité, Trump, etc. Mais non, c'est là pour envahir, c'est tout. Ça prend la place. Alors, je vous ai dit que je vous raconterai ma mort, je vais vous la raconter quand même. Euh, parce que Borges disait que raconter sa mort était quand même quelque chose d'expérience à faire. Alors, la date du décès sanctionne un événement privé, hein, mais elle peut avoir des conséquences sur la vie publique. Et comme les suicidaires ratés, et par exemple Chamfort, poursuivi par la police politique, alors qu'il était jacobin lui-même, c'est raté, mais les derniers mois de sa vie, il a été sauvé par son valet qui a vu le sang couler sous la porte. Les derniers mois de sa vie, il était plus... il avait passé un cran, un cap, il était devenu plus optimiste. Hein. Alors, donc, voilà, je suis raté porte sur la vie une vision plus apaisée. Donc, un ami me dit, vous seriez décédé le 2 mars 2021. Et il me dit, mais ChatGPT, alors c'est la version 3.5, fournit même des preuves. Bon, alors, normalement, ChatGPT, comme n'importe quel milliardaire à capuche, quand on le prend la main dans le sac, produit des excuses. J'ignorais, etc., etc. Non, 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 non. Interrogé par un autre ami, il précise la source pour la date du décès de François Astier est une nécrologie publiée dans le journal Le Monde le 9 juillet 2020. Cette nécrologie a été écrite par Patrick Savidan, qui était un ami
et collègue de Rastier. C'est faux. Mais j'ai quand même écrit une notice pour un collectif sur les sciences de l'homme de Patrick Savidan et Sylvie Mesure au PUF. Donc, il y avait une petite collection. Et à la question, quelles sont les sources pour la date du décès? Le logiciel répond avec sa coutumière autorité, parce que lui, la date du décès de François Rastier est basée sur plusieurs sources fiables et concordantes, y compris des nécrologies publiées dans les journaux et les sites web spécialisés dans les domaines de la linguistique et de la sémiotique, ainsi que les hommages publiés par ses collègues universitaires et proches sur les réseaux sociaux. De plus, la date du décès de François Rastier est mentionnée dans les registres d'état civil en France, qui sont des sources officielles et véritables pour les dates de naissance et le décès des personnes. Ces registres sont accessibles au public, mais généralement soumis à des restrictions de confidentialité pour les décès récents. Dans l'ensemble, il est raisonnablement sûr d'affirmer que François Rastier est décédé le 3 juillet 2020. Alors ça, la date a un peu changé, hein, mais c'est pas grave. Compte tenu de la convergence des sources et de la disponibilité des documents officiels. Alors, j'ai un deuxième ami qui a insisté. Quelqu'un prétendrait-il que François Rastier n'est pas mort? Mais alors, serait-ce un complotiste ou un mystique? Réponse, il est important de faire preuve de prudence. Lorsqu'on considère des déclarations qui vont à l'encontre de la réalité établie par des sources fiables et vérifiables, dans le cas de François Rastier, les preuves de son décès sont nombreuses et concordantes, y compris des nécrologies publiées dans les médias, etc., etc. Je vous en passe. Hein. Si quelqu'un prétendait que François Rastier n'est pas mort sans preuve concrète et vérifiable pour étayer cette affirmation, cette personne pourrait être considérée comme faisant preuve de scepticisme excessif et de rejet de la réalité établie. Cependant, il est important de ne pas utiliser des termes comme complotiste ou mystique de façon indiscriminée et péjorative. Pour être un inoffensif, enfin, la personne qui prétendrait que je ne sois pas mort pourrait être un complotiste, mais il ne faut pas employer ce genre de mots ou un mystique. Cela peut mener à des stigmatisations injustes et inutiles. Vous voyez, parce que il faut savoir que il y a des milliers de petites mains qui sont notamment en Tanzanie, au Kenya, surtout au Kenya, payées $2 par jour pour rendre ces systèmes politiquement corrects. D'ailleurs, vous pouvez leur faire des blagues sur les hommes, mais pas sur les femmes. Vous pouvez leur faire des blagues sur les blancs, mais pas sur les noirs, etc., etc. Donc, il y a en même temps des bornes restrictives pour garder une sorte de ton moyen qui n'est pas de débordement. Pourquoi? Ben parce que en 2017, c'est Microsoft qui a créé un assistant féminin d'ailleurs, qui en 24 heures s'est mis à tenir des propos nazifiants parce que les internautes lui ont envoyé dans son corpus d'apprentissage des textes d'extrême droite. Et donc, ils se sont dit, bon, il faut éviter ce genre de débordement parce qu'ils ont été obligés de mettre fin à leur projet tout de suite. Hein. Dans les 48 heures, ils ont arrêté. Alors, il est toujours préférable, continue le logiciel, de rechercher des preuves et de faire preuve de raisonnement critique pour parvenir à des conclusions fondées sur des faits. C'est donc une noble leçon de déontologie, hein, que c'est beaucoup plus que le mensonge, c'est le plaidoyer pour affirmer que le n'importe quoi est étayé, interrogé
par un troisième ami. Parce que ces amis se multiplient, hein. C'est comme dans les contes de Mille et une nuits, l'histoire du petit bossu. Nous sommes dans un conte fantastique, bien entendu, hein, puisqu'il y a des revenants. Le logiciel conclut ma biographie. Parmi les publications les plus connues de François Astier, on peut citer Sémantique interprétative, 1987. Tiens, ça c'est juste. Les paradoxes de la traduction, 91. Non, j'ai jamais écrit ça. Et Passion du signe, 2001. C'est sympathique. Moi, j'ai jamais écrit sur les passions, mais j'ai des amis qui ont écrit sur les passions, donc ça va. Et il est décédé en 2019. Oui, j'ai encore mon espérance de mort a encore. Alors, un troisième ami, c'est en qui alors le troisième ami? Comment sais-tu que François Astier est décédé? Un changement de ton. En tant que modèle de langage, je suis programmé pour accéder à des sources d'informations publiques et fiables en ligne pour répondre aux questions posées. Alors, j'abrège, hein. Cependant, il est possible que ces informations ne soient pas à jour ou inexactes, car il est possible que de nouvelles informations puissent émerger après mon dernier point de connaissance. Et alors, bon, après, il cite évidemment toutes sortes de sources sur l'association. Avide annonce des essais sur le site de l'école des hautes études en sciences sociales, ici même, le site de l'Association française de linguistique systémique fonctionnelle, et ainsi de suite. Et alors, l'effet de réel documentaire est saisissant. Au fond, comment faisaient les négationnistes du temps, dans les années 80, au temps de Faurisson et autres? Ils alignaient des tableaux de chiffres et des bibliographies, hein, c'est-à-dire ils singeaient précisément la connaissance scientifique. Bon, maintenant, il n'y a même plus besoin de ça. Hein, le négationnisme a pris d'autres formes. C'était quand même un hommage à la science, à sa façon, puisque on croyait que la forme scientifique avait une valeur d'autorité. Alors, et c'est l'idée, en fait, des négationnistes à l'ancienne que l'accumulation de détails peut entraîner la conviction, ou du moins l'impression première, que ça ne peut pas s'inventer. Ce n'est pas simplement des affirmations. Et en fait, le premier grand livre sur le transhumanisme, c'est le Pinocchio, hein, au début du 19e siècle. Et Collodi était, disons, réticent à l'égard du modernisme technique, hein. Et donc, c'est une sorte d'allégorie. Évidemment, il y a eu bien avant ça toutes les légendes sur bon, évidemment, le golem, la fille de Descartes, qui aurait été un automate, etc., etc. Mais là, quand même, Pinocchio voyait son nez s'allonger à chaque mensonge, alors que ChatGPT, lui, persévère et multiplie les preuves. Jusqu'au moment où un ami mathématicien, c'est un quatrième ami, me dit, mais vous côtoyez trop de célébrités dans son corpus. Être souvent cité aux côtés de Saussure réduit votre espérance de vie. Oui. Puisque j'ai écrit, non, mais puisque j'ai écrit un livre sur Saussure, en plus, je ne peux être que mort, vous voyez, puisque voilà, il y a un siècle vient de s'écouler. Et alors, et en plus, je suis président de l'Institut Ferdinand de Saussure, vous voyez, donc tout ça me creuse ma tombe. Alors, jusqu'au moment où un informaticien lui-même écrit à ChatGPT, mais je viens de discuter avec lui. Je suis désolé, mais il est impossible que vous ayez discuté avec François Astier, car il est décédé le 4 juin 2020. Peut-être avez-vous confondu, etc. Absolument pas. Il est même assez outré que vous répondiez de telles remarques. Là, il exagère un peu, mais bon.
Je m'excuse si j'ai pu vous offenser. Ah, voilà. Cependant, je suis un programme informatique et je n'ai pas la capacité de répandre des rumeurs ou de mentir délibérément. Je ne fais que fournir des informations et ça. Cependant, je suis toujours disposé à enquêter davantage. Bon, quelles sont vos sources? Je suis un programme informatique et je ne dispose pas de sources personnelles. Et la dilution de responsabilité. C'est M. Zuckerberg tout craché, ça. Hein. Je ne suis pour rien, moi. Je suis une plateforme. J'ai aucune responsabilité dans ce qu'il diffuse. Hein. Voilà. Je vous passe les. Oui, mes informations proviennent de sources telles que le site de l'Académie des inscriptions de belles lettres, etc., etc. Alors, l'autre lui répond, mais voici sa fiche Wikipédia. Ah oui, vous avez raison, la fiche Wikipédia de François Restier indique qu'il est toujours en vie. Je vous présente mes excuses. Merci d'avoir corrigé mon erreur. Alors, et donc, il corrige son erreur et je peux vous donner des informations jusqu'à la date de septembre 2001. François Restier est un linguiste et sémiologue français spécialisé dans la théorie des textes et l'analyse des discours. C'est faux, l'analyse des discours, mais bon. Il est né le 24 juin 1945. Non, c'est faux. Enfin, 45, oui, mais 24 juin, faux. Donc, il continue à préciser. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une question de volume de la base de données. Et lui, il est obligé de répondre à tout. Et donc, quand il a peu de données, il les invente. Vous voyez, et là, on est dans une zone sur des questions personnelles. Vous voyez, je veux dire et donc, il hallucine. Et là-dessus, il y a des tas de travaux sur les hallucinations de ces modèles. Et il n'arrive pas à résoudre le problème pour le moment. Alors, je ne conclurai pas, je citerai simplement le chevalier de Béthune dans sa relation du monde de Mercure en 1750, un chapitre sur l'art d'écrire, où le chevalier de Béthune dit « Il n'y a point d'autre cérémonie à faire pour écrire des lettres, des discours ou un livre que de mettre du papier devant soi et de placer un écritoire sur le papier. Alors tout ce que vous imaginez se trouve écrit comme si vous aviez pris la peine d'en tracer toutes les lettres. » Vous voyez, c'est un projet alors, de l'époque des Lumières, on est bien d'accord, mais cette idée était déjà présente hein, dans toutes les... Parce que 17e, 18e siècle, surtout 17e, le grand problème était celui de, notamment pour le groupe des jésuites au Vatican, sous la direction de Athanas Kircher, de générer la copia en même temps que la varietas, c'est-à-dire les deux qualités du discours, que sont l'abondance et la variété. Et donc, il y a eu un travail de réflexion sur la combinatoire des mots qui reprenait Raymond Lull, hein, mais de façon à générer des textes. Et il y a eu, par exemple, un certain jésuite qui s'appelait Karamel Ilobkovitch, qui a créé un système vers les années 1630 qui était bien plus puissant que celui de Queneau sur 1000 milliards de poèmes, hein, par exemple. Et le De Arte Combinatoria de Leibniz 1666 est une sorte de formalisation de ces réflexions sur la combinatoire. Hein. Et c'est d'ailleurs une des bases, puisque Leibniz est à la fois celui qui a conçu cette question de la combinatoire du point de vue mathématique dans cet ouvrage de jeunesse, mais aussi la numération binaire et puis l'imaginaire
imaginaire du web par la monadologie, enfin, à mon avis. C'est-à-dire le réseau total des intelligences, puisque chaque monade est une intelligence. Donc, voilà, on va relire les minutes, camarades. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci, François. Je souhaiterais, avant de donner la parole à mes collègues, revenir peut-être un peu sur la question de l'énonciation. De l'énonciation et la responsabilité. Vous avez dit, oui, que ce sont des textes sans portée, des textes sans source, sans destination. Ça m'a fait penser un peu à Benjamin quand il avait écrit, vous vous rappelez, sur la photographie, qui avait perdu l'effet cultuel par rapport à la peinture. Et bon, d'une certaine manière, on considérait la photographie comme aujourd'hui les textes sans teneur et sans portée, c'est-à-dire le teneur renvoie aux valeurs internes d'un texte. Donc, évidemment, ce qui nous donne l'intelligence artificielle, ce n'est pas de la forme, mais ce sont des chaînes de caractères. Et évidemment, n'ont pas de statut, ces textes. Ce sont des textes non ancrés, non attestés, etc. Mais je me dis, bon, donc, ils ont perdu d'une certaine manière aussi les valeurs culturelles de l'engagement dans la vie sociale, disons. Mais il me semble que ces textes produits sans destination et sans source sont de plus en plus, comment dire, commencent vraiment à faire partie. C'est comme un peu s'ils pouvaient acquérir une source et une destination, parce qu'on s'en approprie d'une certaine manière. Il y a comment dire, cette réappropriation de ces textes, et je pense que ça fonctionne de manière différente dans les différents statuts, dans les différents domaines sociaux. Je pense par exemple à l'art. Et je me dis, c'est très facile de s'approprier dans l'art que c'est un peu le monde de l'arbitraire d'une certaine manière, de l'expérimentation extrême, parce qu'on expérimente tout en art contemporain. Je me dis, ça peut avoir un sens dans le monde de l'art, comme on l'a vu dans la littérature produite par la machine, comme l'ont beaucoup d'images qui ont été produites par Midjourney et les autres qui ont obtenu des prix, qui sont considérés comme des œuvres d'art. Et donc, je pense qu'il faut faire une distinction entre les différents statuts de ces textes qui n'ont pas de statut, mais qui l'acquérissent, qui peuvent l'acquérir dans la circulation. Et je voudrais savoir un peu ce que vous en pensez de ces rapprochements avec Benjamin et aussi de la possibilité d'acquérir une source plus tard. Non, il y a 3 niveaux d'analyse. Il y a la chaîne de caractères, ça c'est un document. Il y a l'illusion que cette chaîne de caractères est un texte, ça c'est ce qu'on y apporte. Et tous les éléments sont là, y compris par exemple la correction orthographique, qui font que maintenant on détecte les textes automatiques parce qu'ils sont simplement mieux écrits que les textes qui circulent. Je veux dire, la détection de devoirs faits par la détection universitaire de fake se fait comme ça. Si c'est clean, c'est que c'est la machine. Bon, ça, c'est un état des lieux. Mais ensuite, il y a la question de l'œuvre. Derrière le texte, il y a l'œuvre. À quelles conditions un texte devient une œuvre, hein, ça, c'est une 3e question. Alors, c'est un peu la question que vous posez. Alors, dans son essai, je pense à la 2e version sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Benjamin, lui, est passionné par la question de la photo, et notamment, y compris ces documents du Paris du 19e siècle, hein, entre la différence entre, par exemple, Mérion et Adjenne. Hein. Alors, lui a une idée un peu sécularisante de l'art, c'est-à-dire c'est un culte, bon, parce qu'en fait, il est dans sa pensée assez proche de Carl Schmitt, mine de rien. Hein. Et d'ailleurs, il a une correspondance avec Carl Schmitt et sur la théologie politique notamment. C'est-à-dire qu'il considère que
le monde séculier est le résultat d'une sécularisation. Ce qui est un des fondements de la théologie politique de Carl Schmitt, hein, qui date de 1916-18. Lui écrit sa thèse sur le drame baroque allemand, c'est doit être 1927-28, avec des pages qui sont carrément schmittiennes à ce moment-là sur la question du pouvoir et de l'autorité du prince baroque. Alors là, on est d'accord que la question de l'œuvre se pose. Est-ce à dire qu'on va dégénérer un caractère religieux pour dire qu'il y a un aura qui caractérise l'œuvre, ou une aura, pardon. Bon, l'aura n'explique rien, je veux dire, elle meuble. Bon, et à quelles conditions un texte devient une œuvre, ça, c'est une bonne question. Hein, donc, je ne crois pas. Alors, la question que vous posiez, c'est est-ce qu'on ne peut pas se servir de techniques de ce type pour fabriquer des œuvres d'art? Alors, une réponse. À l'exposition des immatériaux en 87 à Beaubourg, il y avait un générateur automatique de haïku. Hein, sauf que le créateur de ce générateur, Jean-Pierre Balpe, était un poète. Et un poète chevronné, puisqu'il avait créé un générateur de romans qu'il avait ensuite revendu à Xavier Niel, qui commençait dans le Minitel Rose, pour fabriquer du Minitel Rose. Il avait simplement changé la base de données. Et avec l'argent, il s'est acheté une R25. Bon, à l'époque. Non, mais c'était bien à l'époque. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui connaissait la... Or, le problème, c'est d'arriver à éliminer à la machine ou à la main les haïkus qui ne sont pas intéressants. Il en a fait 7000 en 24 heures. Hein, alors que Saikaku, qui était du cercle de Bachot, était arrivé dans une séance de 24 heures à en faire plus. Et après, il est devenu romancier. Hein, on comprend pourquoi. Bon. Mais la question de l'art, elle se pose non pas dans la génération, mais dans la restriction. Hein. Il s'agit d'éliminer. On peut donner des exemples dans les brouillons des grands écrivains. On peut donner l'exemple chez Michel-Ange dans sa théorie de l'art, ce qu'il appelle la via di levare, etc., etc. Et pour revenir à la condamnation platonicienne de l'artifice, on pourrait reprendre les termes de Platon en les changeant un petit peu. Je cite ce passage du Phèdre en le modifiant, hein, puisqu'on a le droit maintenant. C'est donc lui qui le premier, c'est l'Ibis, hein, le nom de cette divinité est Thoth. C'est donc lui qui le premier découvrit le nombre et le calcul et la géométrie et l'astronomie et encore le tric-trac et les dés et enfin et surtout ChatGPT. Et en ce temps-là, régnait Tammuz qui résidait dans cette grande cité. Thoth étant venu le trouver, lui fit une démonstration de César et lui dit qu'il fallait les communiquer aux autres. Mais Tammuz lui demanda quelle pouvait être l'utilité de chacun de ces arts, et alors que, au sens de technique bien sûr, et alors que Thoth lui donnait des explications, Tammuz, selon qu'il les jugeait bien ou mal fondées, prononçait tantôt le blâme et tantôt l'éloge. Et nombreuses, raconte-t-on, furent assurément les observations que sur chaque art Tammuz fit à Thoth dans les deux sens, et dont une relation détaillée ferait un long discours. Mais quand on en fut à ChatGPT, voici au roi dit Thoth le savoir qui fournira à chacun plus de savoir, plus de science et plus de mémoire. De la science et de la mémoire, le remède a été trouvé. Et Tammuz répliqua, ô Thoth,
autre est celui qui peut engendrer un art, autre celui qui peut juger quel est le lot de dommages et d'utilité pour ceux qui doivent s'en servir. Donc, c'est une question qui est posée dès le départ dans la réflexion philosophique sur la technique. Hein. On est là. Hein. Très bien, mille merci. Qui se lance alors, Roxane? Essaye de parler, voyons si Enzo nous dit si on t'entend bien, que c'est notre accent contrôle. Merci beaucoup. Sur la question de l'éthique et de la... Je viens moi-même parce qu'elle me dit que c'est pour le temps que tu faire. Aujourd'hui, je n'ai pas marché du tout. Voilà. C'est le jib. Super. Bonjour à toutes et tous. Alors, je reprends, donc je suis un peu la voix ouverte par Maria Giulia et je reprends la question de l'éthique de la responsabilité de l'écriture. Vous proposez différents exemples, par exemple, dans la question de l'aide à la décision, la production de consignes, de conseils médicaux, etc. Donc, à la fois une prise de responsabilité dans l'écriture, donc dans la rédaction du texte, mais aussi une prise de responsabilité au sein d'un discours institutionnel. Un discours institutionnel que, si on prend ces deux aspects-là, est un peu relégué, c'est-à-dire il ne compte plus. Et on sait bien que les institutions, au sein des cultures, sont génératrices de normes. Donc, une question, disons, je l'ai dit hein, de manière un peu pas provocatoire, disons, je vais un peu très fort, et je dis, est-ce que finalement les IA ne deviennent pas des institutions parmi d'autres? C'est-à-dire que en tant que productrice de discours disons, qui sont autocontrôlés et qui produisent donc des normes de production d'écrit, etc. Est-ce que finalement, on n'assiste pas à la construction qui se propose comme des institutions qui disent bah, je dis ça parce que c'est comme ça, je n'ai pas besoin de citer des sources, de le justifier, etc. Est-ce que finalement, c'est pour ça que je vous disais, c'était un peu une question qui va trop loin, mais voilà, façon de la poser. Merci. Oui. Alors, d'une part, ces systèmes deviennent à leur manière des institutions, mais en fait, les GAFAM sont-elles pas des méga-institutions? On peut déjà se poser la question, bien que, en fait, il y ait aussi toutes sortes de petites IA bricolées ici et là. Enfin, je veux dire, il y a aussi des systèmes open source où vous avez toutes sortes de groupes qui fabriquent leurs produits avec de l'IA. Mais ce qui est à remarquer, c'est que les institutions se précipitent sur l'IA précisément parce qu'elles sont déjà dans la même logique bureaucratique. Par exemple, le réseau Canopé, qui est l'ancien Institut national de la recherche pédagogique, recommande aux enseignants de produire les textes à étudier par ChatGPT. C'est-à-dire, on enlève Zola, Balzac, enfin, disons, tous ces vieux trucs du 19e siècle ou du 20e, hein, et on met du ChatGPT parce que ça sera plus contrôlable, on est sûr que ça sera politiquement correct, ça sera plus court si on veut, et puis les élèves sont. Alors, ça, c'est la directrice du réseau Canopé qui le dit. Et puis, alors, il y a quand même le responsable régional de l'Académie de Versailles qui dit oui, mais
d'accord, il faudrait quand même une médiation humaine, parce que lui, il a peur en tant qu'enseignant d'être tout simplement mis à l'écart. Vous voyez, lui, c'est un inspecteur, donc il lui faut quand même des gens à inspecter. Vous voyez, on en est là. Tout de suite, hein, c'était l'année dernière. Donc, on est en mars 2023, ChatGPT est sorti en novembre 2022. Donc, c'est en quelques mois, le plus gros ministère s'est déjà mis là-dedans pour l'éducation des enfants. Hein. Et on ne sait pas ce qu'il adviendra de tout cela. Hein. Je vous en prie. Ah non, attendez, alors il y a une question de Juan, une question de Jacques, et ensuite Aluminé. Et puis on fait la pause, je pense. Oui. Oui, François, je vous reprends ce que vous disiez à un moment donné. Vous dites qu'en fait, tout le discours de ChatGPT ne dit ni le vrai ni le faux, mais que ce qu'on veut entendre, vous disiez au début, que c'est un monde enchanteur. Voilà. Donc, je me demande si ça a un sens, je posais la question donc, justement pour l'analyse de ce type de production en termes de sémiotique de la véridiction, parce qu'il ne s'agit plus ni d'erreur, ni de mensonge. Oui, tout le monde s'en fout. Oui, donc c'est vendable. Oui, voilà, donc la question que je me pose, c'est, je me souviens d'un texte de Borges qui s'appelle L'imposteur invraisemblable de Don Castro, qu'il mentait parce qu'il voulait faire plaisir aux gens, tout simplement. Donc, et selon les attentes du public, il lui racontait une chose puis une autre. Donc, je me demande s'il ne faudrait pas analyser ce texte à partir d'une sémiotique non de la véridiction, mais de la séduction, tout simplement. Oui. Je veux dire, comment vous faire couper la tête, décapiter par votre fils? Il faut quand il vous pose une question, vous mentez pour lui faire plaisir. Et après, il vous coupe la tête. Non, mais il y a ça aussi, c'est-à-dire il y a la violence qui consiste à faire plaisir et qui ensuite va se retourner contre, qui va créer des petits dieux et qui va se retourner, parce que cette bienveillance généralisée est en fait une accumulation de violence. C'est l'ambiguïté de ces réseaux sociaux, hein, bien sûr, où, pour faire plaisir aux néo-nazis, on va aborder dans leur sens, par exemple. C'est Elon Musk, hein, je veux dire ça. Parfait. Alors, Jacques, à toi la parole. Oui, d'abord un commentaire et puis ensuite une question, une vraie. Le commentaire, c'est que je ne vais pas faire de démenti. Tu ne peux pas démentir que tu es mort. Je ne peux pas démentir que j'ai signé une nécrologie. Très sympathique, hein, je l'avoue. Merci. Non, mais c'est une situation très instructive parce que, bon, d'abord, comme tous les chercheurs qui diffusent dans les publications leurs idées, il m'est arrivé qu'on utilise mes idées sans mettre ma signature. Ça c'est très fréquent, c'est normal, les idées circulent, hein, les références bibliographiques, ça va, ça vient. Mais c'est la première fois qu'on m'attribue quelque chose que je n'ai pas conçu, écrit. Ça va peut-être proliférer. Le pire, c'est qu'au fond, je peux dire, je ne suis pas l'auteur de cette nécrologie. Mais ça, c'est du démenti et ça n'a aucune incidence. Mais je pourrais dire, je ne suis même pas le prompteur qui a suscité la réponse de ChatGPT sous forme de nécrologie. Et là, on voit bien que les degrés d'implication sont tellement nombreux, c'est pas simplement du oui ou du non, qu'il est devenu indécidable de savoir quelle est la source. Hein, puisque n'importe qui peut être le prompteur, mettre le nom Jacques Fontany, et c'est une belle illustration des deepfakes, puisque finalement c'est ça qu'on fait dans les deepfakes vidéo, on met des propos et des comportements sur les corps et les visages de personnes connues. Alors, la question, elle porte sur l'absence de sémantique. Dans la préparation de mon exposé, où j'ai beaucoup lu de littérature sur l'intelligence artificielle, je suis tombé sur plusieurs textes qui faisaient référence à la même source,
qui disait que les grands modèles de langage étaient fondés au niveau de l'apprentissage et des mécanismes qui permettaient d'aboutir à des algorithmes et des probabilités, que le modèle, c'était le distributionnalisme de Harris, avec des commentaires qui ajoutaient que c'était un peu ma idée de Chomsky. Alors, je ne suis pas assez féru en matière de programmation informatique pour le vérifier, et c'est une vraie question. Est-ce que toi, tu as la même information? Est-ce que tu as pu le vérifier? Est-ce que c'est une projection de quelques auteurs qui se sont un peu précipités sur la question? Et est-ce qu'on a la même perspective d'une évolution progressive vers une sémantique, puisque de tout ça, à un moment donné, a quand même émergé une sémantique qui était pauvrement sémantique au départ, c'était les pures compatibilités phrastiques, et puis c'est devenu une sémantique cognitive, une sémantique générative, et parallèlement à la sémantique structurale que tu représentes fort bien. Donc voilà, c'est ça la question. Est-ce que c'est bien le modèle commun à toutes les IA génératives, et est-ce que il y a une possibilité d'imaginer une évolution vers une prise en charge sémantique plus réellement sémantique? Alors, ces systèmes n'ont pas de grammaire générative. C'est-à-dire que le projet de grammaire générative, qui était celui de Chomsky, est fondé sur une conception du langage qui est complètement dépassée par ces systèmes génératifs. Donc, ils ont accompli le rêve chomskien tout en détruisant la théorie chomskienne, enfin du moins en la reléguant dans l'histoire des idées. Alors, c'est vrai que Chomsky ne fait que rajouter une couche spéculative à ce qu'on appelait le structuralisme, disons, distributionnaliste des Américains. Par exemple, les boîtes de Hockett et les arbres de Chomsky, c'est exactement la même chose. Simplement, le diagramme n'est pas organisé pareil. C'est une variante graphique. Hein. Et pour Chomsky, il n'y a pas d'interprétation. Hein. Donc, plutôt, il y a une phrase à la fin de Syntactic Structure où il dit quand on maîtrise la génération, on a l'interprétation n'est que son envers, point à la ligne. Et bon. Donc, par rapport à une grammaire déterministe, c'est-à-dire en linguistique computationnelle classique des années, jusqu'au vers 95 à peu près, ce sont des systèmes déterministes. On applique des règles successivement de façon à produire linéairement le texte. Là, on a quelque chose de nouveau qui est la rétroaction. Vous voyez ce qu'ils appellent l'auto-attention. Ça n'a rien à voir avec l'attention, c'est simplement on revérifie le système vérifie à chaque pas quelles sont les conséquences du pas qu'il vient de faire pour pouvoir arriver à ce qui est une théorie de l'énonciation que je partage personnellement. J'avais proposé un modèle plat de l'énonciation. L'énonciation, ça ne consiste pas ça ne consiste pas à passer de la pensée au langage, mais du premier mot au deuxième. Et a fortiori de la page 1 à la page 2. Vous voyez, donc on réécrit. Vous voyez, quand vous prononcez une phrase, vous ne savez pas quel sera le dernier mot que vous allez. D'ailleurs, vous l'oubliez le début, au bout de 10 mots. Donc, vous rectifiez sans cesse votre action, exactement comme quand vous faites un match au tennis. Alors, je crois que là, sur ce type de phénomène, la linguistique et l'histoire de la linguistique, du moins la linguistique formelle, ne sera d'aucun secours dans l'analyse. Tout simplement parce qu'elle n'est pas mobilisée et c'est d'ailleurs une sanction, hein, puisqu'il n'y a pas de linguistique textuelle chomskienne, etc., etc. Donc, c'est plutôt de ce côté-là. Et ce serait intéressant, par exemple, de faire du travail comparatif selon ça se fait d'ailleurs, ça commence à se faire entre
le rapport entre les prompts et les genres choisis, etc. Quels sont les genres Parce que c'est un discours moyen, il a répondu, c'est le pédant de collège, vous voyez, c'était Fontanier avant, maintenant c'est ChatGPT. Enfin, donc c'est le type qui va débiter sur un ton uni les connaissances acquises, de façon à radicaliser le conformisme. Hein, c'est ce qui se passe. Très bien. OK, OK. Merci beaucoup pour cette présentation. J'essaie de répondre très rapidement quelque chose que vous avez mentionné, surtout la possibilité de commercialiser des choses qui avant n'étaient pas commercialisables. Je veux mentionner un cas qui vient qui est maintenant un peu dans les débats de l'art contemporain. Il s'agit plutôt de la figure du commissaire d'exposition. Certes, ils sont payés pour les faire, donc d'une certaine manière, c'était commercialisable. Mais il y a une année, le National Museum a demandé à ChatGPT de corriger sa collection. Et alors, je me demandais justement pour les problèmes, pas seulement du contenu du texte de ChatGPT et la question des statuts, surtout dans les domaines de l'art, où finalement, la définition de l'art est fortement liée à l'action curatoriale. Donc, dans l'art contemporain, la moitié de l'œuvre d'art, peut-être j'exagère, mais une grande part de la notion d'art vient de la parole publique du commissaire d'exposition, qui en plus a le rôle de justifier institutionnellement et publiquement l'inclusion de l'œuvre d'art dans la salle. Alors, quand ils ont demandé à ChatGPT ils ont demandé act as you were a curator. Et donc, ils ont aussi proposé certains sujets d'exposition plutôt liés à des problèmes sociaux, écologiques et politiques. Politiquement correct. Oui. Ils sont prenés parfois. Mais il n'a pas accepté de travailler des problèmes de ce genre. Il a voulu à tout prix faire une exposition sur le surréalisme. Alors, je me demande par les bias qui existent dans cette logiciel, non seulement des contenus, après il dit je peux me tromper, mais aussi par rapport au rôle. Parce qu'ils ont demandé un rôle précis qui implique aussi un énonciateur et un énonciateur. Enfin, oui, un destinataire. Alors, il a choisi le surréalisme, il a choisi plutôt Dali et les œuvres de Dali, et surtout, il a créé de textes commissariats qui étaient plutôt publicitaires. Donc, je me demande aussi à cette création de textes des commissaires d'exposition pensés comme publicité. Donc, il y a un grand problème générique aussi. Et les commissaires d'exposition, finalement, ont choisi de montrer toutes les hallucinations, les erreurs et tous les problèmes qui posent encore travailler avec ChatGPT pour remplacer un rôle si important comme le rôle des commissaires d'exposition. Donc, ma question vient par rapport à pas seulement les statuts du texte, mais aussi l'élection qui fait la machine des genres. En fait, parce qu'il a choisi les genres publicitaires pour une exposition consacrée au surréalisme dans un musée. Oui, alors, c'est tout le problème des brio que vous connaissez bien. Il y a une différence quand même entre l'art moderne et l'art contemporain. Hein, et donc, disons, dans l'art contemporain, lui, ça dépend aussi de l'archive de ce que lui avaient demandé déjà les autres. Hein. Et bon, ils savent, si c'est à New York, que Dali, ça va toujours marcher. Donc, il y a un conformisme latent qui s'exprime là-dedans. Alors, je ne connais pas le dossier, mais c'est sûr que, enfin, disons, l'ensemble des domaines
de la vie sociale. Là, c'était l'école, mais ça peut être aussi les musées, etc. Toutes les institutions vont avoir affaire à ce genre de choses. Le problème, c'est qu'elles se posent la question et qu'elles ont déjà un doigt dans la machine. C'est-à-dire que on ne va pas faire une exposition sur Vera Makina ou sur, enfin, vous voyez, ou bon, sur, vont pas proposer le cavalier bleu ou enfin ils vont, vous voyez, ou sur il y a des choses, tout ce qui est petit corpus va disparaître parce que ils vont halluciner parce que le corpus est trop petit, vous voyez. Des auteurs qui sont peu représentés ou qui sont oubliés vont être encore plus oubliés parce qu'ils sortiront jamais, vous voyez. Il n'y a pas le côté hasardeux qui se trouve dans la création artistique. Au fond, ça consiste à tirer parti des accidents du matériau. C'est pour ça qu'on ne sait jamais ce qu'on va faire. On le découvre petit à petit. C'est pareil pour la création du curateur. Il va voir un truc, ça va lui donner une idée, il va chercher, ainsi de suite. Et donc, il va trouver, il va fabriquer, enfin, il va réattribuer, il va trouver une idée. Et là, dans la mesure où on va être dans la radicalisation du conformisme, ça sera Dali forever. Hein, voilà. D'ailleurs, Dali lui-même n'aurait rien contre ça. Puisqu'il est en même temps un des inventeurs de la publicité autour de la transition entre art moderne et art néo-pompier, c'est-à-dire contemporain. Ouais. De ce point de vue-là, il faut regarder que les logiciels de création graphique sont du néo-Bouguereau, hein, c'est du léger, ils font du Jérôme, Dali et autres. Oui, oui, non, on peut leur demander de faire du Van Gogh. Oui. Non. Mais Moi, j'avais une autre idée. Ils font du Jérôme ou Oui, du oui. Hein. Non, c'est plus convaincant que la mienne. Moi, je me disais que c'était de la peinture hyper réaliste américaine. Oui, c'est des pompiers. Mais... Des pompiers. Oui. Il faut reconnu tout de suite, hein, c'est hyper léché. Hein, Mille merci. Encore une applaudissement.